Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. D'abord, la brusquerie du marquis m'avait valu un coup d'œil presque suppliant de la jeune fille, un de ces coups d'œil par lesquels une femme sait demander pardon, sans parler, pour un tort de quelqu'un qu'elle aime. Puis un projet nouveau venait de s'ébaucher immédiatement dans ma tête. Cette corvée de lecture, ne pourrais-je pas l'utiliser au profit de l'entreprise de séduction commencée, abandonnée, et que le regard de mademoiselle de Jussat venait de faire considérer de nouveau comme possible ? À la question du marquis sur le choix du livre, je répondis que je cherchais en effet, mais un ouvrage qui pût me permettre de m'approcher de la proie autour de laquelle je tournais, comme j'avais vu une fois, près du puits de Dôme, un milan tourner au-dessus d'un joli oiselet. N'était-ce pas le cas de tenter par un autre procédé cette influence d'imitation que j'avais vainement espérée de ma fausse confidence ? C'est à vous, mon cher maître, que l'on doit les plus fortes pages qui aient été écrites sur ce que vous appelez si justement l'âme littéraire, sur ce modelage inconscient de notre cœur à la ressemblance des passions peintes par les poètes. J'entrevoyais donc un moyen d'action sur Charlotte auquel je me reprochais de n'avoir pas pensé encore. Mais comment trouver un roman qui fût assez passionné pour la troubler, assez correct d'extérieur pour être lu devant la famille assemblée ? Je fouillai en tous sens la bibliothèque. Sa composition incohérente et contrastée reflétait les séjours successifs des maîtres et les hasards de leur goût. Il y avait là tout ce fond d'ouvrage du XVIIIe siècle dont je vous ai parlé, puis une lacune. Durant l'émigration, le château était demeuré inoccupé. Ensuite, un lot de livres romantiques, dans leurs premières éditions, attestaient les aspirations littéraires du père du marquis, que je savais avoir été l'ami de Lamartine. On retombait ensuite aux pires romans contemporains, à ceux qui s'achètent en chemin de fer et se jettent à demi débrochés, coupés quelquefois au doigt, sur un rayon perdu, et à des traités d'économie politique, marottes abandonnées de M. de Jussat. Je finis par découvrir dans ce fatras un Eugénie Grandet, qui me parut remplir la double condition désirée. Rien de plus attirant pour une imagination jeune que ces idylles à la fois chastes et brûlantes, où l'innocence enveloppe la passion dans une pénombre de poésie. Mais le marquis devait connaître par cœur ce célèbre roman, et j'ai appréhendé qu'il ne refusât d'en écouter la lecture. « Bravo !» répliqua-t-il au contraire lorsque je lui soumis mon idée. « C'est un de ces livres que l'on lit une fois, dont on parle toujours et qu'on oublie tout à fait. Je l'ai vu une fois à Paris, ce Balzac, chez les Castries. Il y a plus de 40 ans de cela. J'étais un blanc-bec alors, mais je me le rappelle bien. Un gros, trapu et court, bruyant, apportant de beaux yeux vifs, l'air commun. Le fait est qu'après les premières pages, il commença de sommeiller. Tandis que la marquise, mademoiselle Larget et la religieuse tricotaient sans rien laisser deviner de leurs pensées, et que le petit Lucien, en possession d'une boîte à couleurs depuis peu de jours, enluminait consciencieusement les illustrations d'un gros volume. Moi, en lisant, j'observais surtout Charlotte. Et je n'eus pas de peine à constater que pour cette fois, mon calcul avait été juste, et qu'elle vibrait sous les phrases du roman comme un violon sous un habile archet. Tout la préparait à recevoir cette impression, depuis ses sentiments déjà troublés jusqu'à ses nerfs un peu tendus par une influence d'un ordre physique. On ne vit pas impunément des semaines dans une atmosphère comme celle de ce château, toujours tiède, presque étouffante. L'hypocondrie du marquis exigeait que le calorifère chauffât la maison jour et nuit. C'était ce petit énervement quotidien, un auxiliaire auquel je n'aurais jamais osé songer, que ma conscience de psychologue a comme un plaisir à marquer aujourd'hui. Dès ce soir-là, je vis cet enfant comme suspendu à mes lèvres,
à mesure que les naïves amours d'Eugénie et de son cousin Charles déroulaient leurs touchants épisodes. Ce même instinct de comédie qui m'avait guidé dans ma fausse confidence me fit mettre derrière chaque phrase l'intonation que je jugeais devoir lui plaire davantage. Certes, je goûte ce petit livre, quoique je lui préfère 10 autres romans dans l'œuvre de Balzac, ceux par exemple comme Le curé de Tours, qui sont de véritables écorchés littéraires, où à chaque phrase ramasse en elle plus de philosophie qu'une scolie de Spinoza. Je m'efforçais pourtant de paraître remué par les infortunes de la fille de l'avare jusque dans mes fibres les plus secrètes. Ma voix s'apitoyait sur la douce recluse de Saumur. Elle devenait rancunière contre le déloyal cousin. Ici, comme avant, je me donnais un mal inutile. Il n'était pas besoin d'un art si compliqué. Dans la crise de sensibilité imaginative que traversait Charlotte, tout roman d'amour était un péril. Si le père et la mère avaient possédé, comme à un faible degré, cet esprit d'observation que les parents devraient sans cesse exercer autour d'eux, ils auraient deviné ce péril à la physionomie de leur fille, toujours et toujours plus captivée durant les 3 soirs que dura cette lecture. La marquise fit simplement remarquer que des caractères de la noirceur du père Grandet et du cousin n'existent pas. Quant au marquis, il avait trop vécu pour proférer des opinions de cette naïveté. Il formula d'un mot des causes de son ennui pendant la lecture. Décidément, c'est bien surfait. Ces descriptions qui n'en finissent pas, ces analyses, ces calculs de chiffres, c'est très bien, je ne dis pas. Mais quand je lis un roman, moi, c'est pour m'amuser. Et il conclut qu'il fallait demander au libraire de Clermont la suite entière des comédies de la Biche. Cette nouvelle fantaisie me désola. J'allais donc me retrouver dans l'impuissance d'agir sur l'imagination tentée de la jeune fille, juste au moment où je venais d'entrevoir le succès probable. C'était mal connaître le besoin que cette âme déjà touchée éprouvait à l'insu d'elle-même, celle de se rapprocher de moi, de me comprendre et de se faire comprendre, de vivre en contact avec ma pensée. Le lendemain du jour où le marquis avait porté cet arrêt de proscription contre les romans d'analyse, je vis mademoiselle de Jussat entrer dans la bibliothèque à l'heure où j'y travaillais avec son frère. Elle venait remettre à sa place le volume maintenant inutile de l'encyclopédie, puis avec un demi-sourire embarrassé, « Je voudrais vous demander un service », me dit-elle, et timidement, « J'ai beaucoup d'heures libres ici, et donc je ne sais trop que faire. Je voudrais avoir vos conseils pour mes lectures. Le livre que vous aviez choisi l'autre jour m'avait fait tant de plaisir. » Elle ajouta, « D'ordinaire, les romans m'ennuient, et celui-là m'a tellement intéressé. » Je ressentis à l'entendre me parler de la sorte la joie que le comte André dut goûter en voyant le soldat ennemi qu'il a tué pendant la guerre ériger sa tête curieuse au-dessus du mur. Moi aussi, il me sembla que je tenais mon gibier humain au bout du fusil. Et en m'offrant de diriger ses lectures, Charlotte ne venait-elle pas se placer d'elle-même à ma portée ? La réponse à cette demande me parut d'une importance telle que je feignis un grand embarras. Tout en la remerciant de sa confiance, je lui dis qu'elle me chargeait là d'une mission très délicate et dont je me jugeais incapable. Bref, je fis mine de décliner une faveur que j'étais ravi jusqu'à l'ivresse d'avoir obtenue. Elle insista et je finis par lui promettre que je lui donnerais le lendemain même une liste d'ouvrages. Il s'agissait de ne pas me tromper dans ce choix, autrement difficile que celui d'Eugénie Grandet. Je passais la soirée et une partie de la nuit à prendre et à rejeter en pensée des centaines de volumes. Comment déterminer ceux qui remueraient son imagination sans la bouleverser, qui la troubleraient sans la révolter? Enfin, je me dis tout haut, en imitant la voix de mon père, sa formule favorite, « Procédons méthodiquement ». Et je ramenai ce problème à cet autre.
comment les livres avaient-ils agi sur mon imagination à moi dans mon adolescence? Et quels livres? Je constatais ainsi que je vous l'ai indiqué déjà dans cette minutieuse confession, que j'avais été attiré surtout vers la littérature par l'inconnu de l'expérience sentimentale. C'était le désir de m'assimiler des émotions inéprouvées qui m'avait ensorcelé. J'en concluais que c'était la loi générale de l'intoxication littéraire. Je devais donc choisir pour la jeune fille des livres qui éveillassent chez elle ce même désir en tenant compte de la différence de nos caractères. J'avais aimé, parmi les écrivains, les compliqués et les sensuels, parce que c'étaient là les deux traits profonds constitutifs de ma nature. Charlotte était fine, pure et tendre. Il convenait de l'engager sur le dangereux chemin de la curiosité romanesque par des peintures de sentiments analogues à son cœur. Je jugeais en dernière analyse que le Dominique de Fromentin, que la princesse de Clèves, Valérie, Julia de Trécœur, le Lys dans la vallée, les romans champêtres de George Sand, certaines comédies de Musset, en particulier On ne badine pas avec l'amour, les premières poésies de Sully Prudhomme et celles de Vigny serviraient le mieux mon dessein. Je me donnais la peine de rédiger cette liste en l'accompagnant d'un commentaire tentateur où j'indiquais de mon mieux la nuance de délicatesse propre à chacun de ces écrivains. C'est la lettre que la pauvre enfant avait gardée et dont les magistrats ont dit qu'elle correspondait à un commencement de cours. Ah, l'étrange cour, et si différente de la vulgaire ambition de mariage que ces grossiers esprits m'ont sottement reproché. Quand je n'aurai pas pour refuser de me défendre une raison d'orgueil que je vous dirai à la fin de ce mémoire, je me tairai par dégoût de ces basses intelligences dont pas une ne saurait même concevoir une action dictée par de pures idées. Qu'on vous donne à moi pour juge, mon cher maître, vous et les autres princes de la pensée moderne, alors je pourrais parler comme je vous parle maintenant. Mais vous savez, vous, que j'étais fatalement déterminé à cette heure décisive, comme à celle où je vous écris, et cette société de mensonges aime mieux vivre en dehors de la science, de cette science que je servais même alors uniquement. Les ouvrages ainsi désignés arrivèrent de Clermont. Ils ne furent l'objet d'aucune remarque de la part du marquis. Il faut avoir une autre portée d'esprit que ce pauvre homme pour comprendre qu'il n'y a pas de mauvais livres. Il y a de mauvais moments pour lire les meilleurs livres. Vous avez, vous, mon cher maître, une comparaison si juste dans votre chapitre sur l'âme littéraire, quand vous assimilez la plaie ouverte sur certaines imaginations, par certaines lectures, au phénomène bien connu qui se produit sur les corps empoisonnés de diabète. La plus inoffensive piqûre s'y envenime de gangrène. S'il était possible d'une preuve à cette théorie de l'état préalable, comme vous dites encore, je la trouverais dans ce fait que mademoiselle de Jussat chercha surtout dans ses livres de provenance si diverses des renseignements sur moi, sur ma manière de sentir, de penser, de comprendre la vie et les caractères. Chaque chapitre, chaque page de ces dangereux volumes lui devint une occasion de me questionner longuement, passionnément et naïvement. Oui, je suis certain qu'elle était de bonne foi et qu'elle s'imaginait ne rien faire de mal quand elle venait causer avec moi maintenant à propos de telle ou telle phrase sur Dominique ou sur Julia, sur Félix de Vandenesse ou sur Perdiccas. Je me souviens encore de l'horreur qu'elle ressentit pour ce jeune homme, le plus séduisant et plus coupable des héros de Musset, et de la chaleur avec laquelle je lui fis écho en flétrissant sa duplicité de cœur entre Camille et Rosette. Or il n'y avait pas de personnage qui me plût dans aucun livre, au même degré que cet amant traître à la fois et sincère, déloyal et tendre, ingénu et roué, qui exécute lui aussi à sa manière son expérience de vivisection sentimentale sur sa jolie et fière cousine. Je vous cite cet exemple entre 20 autres pour vous donner une idée des conversations que nous avions sans cesse à présent dans ce château et où nous nous trouvions si étrangement isolés. Personne, en effet, ne nous surveillait. La dissimulation dont je m'étais masqué dès mon arrivée continuait de me couvrir.
Le marquis et la marquise s'étaient façonnés de moi, dès la première semaine, une image absolument différente de ma vraie nature. Ils ne se donnaient plus la peine de vérifier si cette première impression était exacte ou fausse. La bonne mademoiselle Larget, installée dans la douceur de son parasitisme complaisant, était bien trop innocente pour soupçonner les pensées de dépravation intellectuelle que je roulais dans ma tête. L'abbé Barthomeuve et la sœur Anaclet, que séparait une rivalité secrète cachée sous les formes d'une amabilité tout ecclésiastique, n'avaient qu'un souci, celui de bien disposer les maîtres du château, le prêtre pour son église, la religieuse pour son ordre. Lucien était trop jeune. Et quant aux domestiques, je n'avais pas encore appris ce qui se voilait de perfidie sous l'impassibilité de leurs visages rasés et l'irréprochable tenue de leur livrée brune à boutons de métal. Nous étions donc, Charlotte et moi, libres de nous parler presque tout le long du jour. Elle apparaissait une première fois le matin dans la salle à manger où nous prenions le thé, mon élève et moi, et là, sous le prétexte de déjeuner ensemble, nous causions dans un coin de table, elle avec toute la fraîcheur parfumée de son bain, comme respirable autour d'elle, avec ses cheveux tressés dans une lourde natte et la souplesse de son charmant corps, visible pour moi sous l'étoffe de sa robe à demi ajustée. Ensuite, je la voyais dans la bibliothèque où elle avait toujours quelque motif de venir. Là, elle n'était déjà plus la même, coiffée maintenant et sa taille prise dans son corsage de jour. Nous nous retrouvions dans le salon avant le second déjeuner et encore après, et elle mettait sa grâce ordinaire à nous servir tous, distribuant le café un peu en hâte pour s'attarder auprès de moi qu'elle servait le dernier, ce qui nous permettait de causer encore dans un angle de fenêtre. Quand le temps le permettait, nous sortions tous les quatre le plus souvent, la gouvernante, Charlotte, mon élève et moi, dans l'après-midi. Le thé de 5 heures nous réunissait, puis le repas où j'étais assis près d'elle, puis la soirée, en sorte que nos entretiens, pris et repris à si peu de distance, n'en formaient qu'un seul, pour ainsi dire. Je comparais mentalement le phénomène qui se passait chez cette jeune fille à celui que j'avais déjà observé à plusieurs reprises en apprivoisant des bêtes. J'avais eu, à une époque, la curiosité d'écrire quelques chapitres de psychologie animale. Et si ma mère, comme je le lui ai demandé, vous communique après ma mort ce que la justice lui rendra de mes papiers, vous y trouverez des notes sur ces relations dociles de la bête avec l'homme. J'ai tout lieu de les croire inédites et dignes de votre attention. Un théorème de Spinoza m'avait servi de point de départ. Je ne me rappelle plus le texte, mais en voici le sens. Se représenter un mouvement, c'est le refaire en soi-même. Cela est vrai de l'homme et cela est vrai de l'animal. Un savant d'un rare mérite, et que vous connaissez bien, monsieur Espinasse, a expliqué ainsi que toute société est fondée sur la ressemblance. J'en ai conclu moi que pour un homme, apprivoiser un animal, l'amener à vivre en société avec lui, c'est ne faire dans ses rapports avec cet animal que des mouvements dont cet animal puisse se rendre compte en les refaisant. C'est lui ressembler. J'avais vérifié cette loi en constatant la mystérieuse analogie de physionomie qui s'établit entre les chasseurs et leurs chiens, par exemple. Je constatais de même que c'était le signe qu'en effet, mademoiselle de Jussat s'apprivoisait chaque jour un peu davantage, que nous commencions, elle et moi, à employer dans nos phrases des expressions analogues, des tournures presque pareilles. Je me surprenais timbrant mes mots d'un accent qui ressemblait au sien, et j'observais en elle des gestes qui ressemblaient aux miens. Enfin, je devenais une portion de sa vie sans qu'elle s'en aperçût elle-même, tant j'avais souci de ne pas effaroucher cette âme en train de se prendre par un mot qui lui fit sentir le danger.
Cette vie d'une diplomatie surveillée à laquelle je me condamnais durant près de 2 mois que durèrent ces rapports simplement intellectuels n'allait pas sans des luttes intérieures et presque quotidiennes. Intéresser cet esprit, envahir petit à petit cette imagination, ce n'était pas là tout mon programme. Je voulais être aimé, et je me rendais compte que cet intérêt moral n'était que le commencement de la passion. Ce commencement devait aboutir, pour ne pas demeurer inutile, à une autre intimité que l'intimité sentimentale. Il y a dans votre théorie des passions, au bas d'une page, mon cher maître, une note que je relisais continuellement à cette époque-là, et j'en sais encore le texte par cœur. Une étude bien faite sur la vie des séducteurs professionnels. Dites-vous, jetterait un jour définitif sur le problème de la naissance de l'amour. Mais les documents nous manquent. Ces séducteurs ont presque tous été des hommes d'action, et qui par suite ne savaient pas se raconter. Pourtant, quelques morceaux d'un intérêt psychologique supérieur, les mémoires de Casanova, la vie privée du maréchal de Richelieu, le chapitre de Saint-Simon sur Lauzun, nous autorisent à dire que 19 fois sur 20, l'audace et la familiarité physique sont les plus sûrs moyens de créer l'amour. Cette hypothèse confirme d'ailleurs notre doctrine sur l'origine animale de cette passion. Je me la récitais tout bas, cette phrase, tandis que je poursuivais avec Charlotte ces causeries littéraires avec d'autant plus de conviction que la nature, comme je vous ai dit, parlait en moi, et que la présence de la jeune fille réveillait la brûlure de mes souvenirs les plus cuisants. Parfois, lorsque nous étions seuls ensemble quelques minutes et qu'elle bougeait, que ses pieds marchaient vers moi, qu'elle respirait, que je la sentais vivante, l'ondée fiévreuse du désir courait dans mes veines, et il me fallait détourner mes yeux qui lui auraient fait peur. Je regardais sa main blanche feuilleter un livre, son doigt fin s'allonger pour me montrer une ligne. Si je la prenais pourtant, cette petite main, si je la serrais doucement, longuement dans la mienne, je me disais que je le devais, puis je n'osais pas. Souvent aussi, et lorsque nous n'étions plus en présence, il me semblait que l'audace me serait d'autant plus facile qu'elle serait plus complète. Je me promettais alors de la serrer dans mes bras, de coller ma bouche sur sa bouche. Je la voyais se trouvant mal sous ma caresse, domptée, foudroyée par cette brutale révélation de mon ardeur. Qu'arriverait-il ensuite ? Mon cœur battait à cette idée. Ce n'était pas la peur d'être chassé honteusement qui me retenait. Il était plus honteux pour mon orgueil de ne pas oser. Et je n'osais pas. Que de fois des résolutions plus folles encore m'ont tenu éveillé la nuit. Je me levais de mon lit après des heures d'une agitation qui me couvrait le corps d'une sueur glacée. Si j'allais maintenant dans sa chambre, me disais-je, si je me coulais auprès d'elle, si elle se réveillait enlacée à moi, nos lèvres unies, nos corps liés. Je poussais la frénésie de ce projet jusqu'à ouvrir ma porte avec des précautions de voleur. Je descendais un étage, je tournais par le corridor jusqu'à une autre porte, celle de Charlotte. C'était risqué d'être surpris et chassé cette fois pour rien. Je posais ma main sur le loquet, le froid du cuivre me brûlait les doigts, puis je n'osais pas. Ne croyez point que ce fût chez moi simplement de la timidité. L'impuissance à l'action est bien un trait de mon caractère, mais quand je ne suis pas soutenu dans cette action par une idée, que l'idée soit là et elle m'infuse une invincible énergie jusqu'au fond de l'être. Même d'aller à la mort me paraît alors aisé. On le verra bien si je suis condamné. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.